Un mec qui traverse le Horn avec un petit bateau, on imagine que je sais pas, c'est un cascadeur dans la vie. Ah non, moi, je suis t'étais prof d'anglais. Ouais, moi je suis un plaisancier normal. Hein. Tu as fait 17 ans en région parisienne. Ouais, et autant en Bretagne. J'ai eu l'opportunité d'acheter mon premier bateau de croisière, j'avais 44 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, j'ai beaucoup navigué en Bretagne Nord, aux Anglos, avec les gamins, tout seul aussi, beaucoup. Mais bon, je naviguais depuis l'âge de 7 ans en fait. Et après, j'ai pas arrêté. J'ai navigué au Touring Club de France, ça s'appelait, une base qui était sur la Marne. C'était vachement sympa. C'était la grande époque collective du Vaurien, de la caravelle. Après, je faisais de la voile avec mes parents sur leurs petits 7 mètres là, en Méditerranée. Et un peu en Bretagne. Après, je suis allé au Glénan. Alors là, j'étais à fond dans les Glénans, à fond. Beaucoup en Irlande. Je suis devenu encadrant, chef de bord, etc. Et puis, tout ça accompagné évidemment de lecture depuis tout môme. Quand j'avais 15 ans, mon héros c'était moi Tessier, c'était clair. Le grand rêve, je l'ai glissé sous le tapis pour mener une vie de famille standard avec des gamins, des contraintes familiales. J'ai fait le choix conscient de mettre ça entre parenthèses. Mais je savais très très bien que ça allait ressortir, ça allait pas disparaître comme ça. Et donc une fois passé la cinquantaine, mon couple ne fonctionnait plus, professionnellement j'étais toujours heureux d'être prof et de faire cours et d'être avec des ados, et ça c'était pas mais bon, ça commençait à être moins drôle, ça commençait à être un petit peu répétitif. J'avais vraiment envie de me barrer et je m'étais dit que j'essaierais de partir 5 ans avant la fin. Et finalement, quand tout s'est débloqué, j'avais 57 ans. Pour moi, c'était la porte de l'aventure qui s'ouvrait. Mais en fait, c'est marrant parce que quand tu prépares ton bateau dans un port breton, tout le monde est persuadé que tu vas aux Antilles. Alors, ils te voient avec tes outils, ton bateau en vrac et tout. Ah, tu t'en vas? Ouais. Alors, tu vas aux Antilles? Non. Ah bon? Où tu vas alors? Non, je vais au Brésil. Ah bon, Brésil? Ah oui, je dis, ça, si je change d'avis, je peux remonter aux Antilles. Alors que faire Antilles-Brésil, c'est très dur. Mais je disais pas plus. Je voulais surtout pas dire que, en fait, mon idée, une fois au Brésil, c'était de mettre le clignot à gauche et de descendre vers le sud. Surtout parce que je voulais pas ouvrir la porte à des polémiques ou faire le claqueur de bretelles qui va, ouais, attention, je vais le passer le vent, machin. Non, je fermais ma gueule, quoi. Je savais pas où j'allais, je savais même pas si j'allais y arriver au Brésil. Donc, voilà, c'était... Non, j'ai parlé de la Patagonie à personne pendant très très longtemps. Ah, t'as la plaque, année 78 et c'est numéro 203. Ah, c'est beau ça. C'est un Windpilot Pacifique. Windpilot, c'est une marque allemande. Okay. Et c'est le modèle Pacifique, c'est le modèle standard. Un très très bon, une très belle machine. Très solide, très puissante. L'intérieur de Kini. Bon, avec mon bordel, c'est mon bordel sur la banquette, ne pas faire attention. Et puis Kini est un peu en travaux pour le moment, donc les filières, ne faites pas attention, elles vont être remplacées. Et voilà, 8,95 m. Et pour montrer aussi cette superbe annexe. Ah oui. Voilà. Moi je pensais que j'avais une petite annexe, mais il y a encore plus court, et plus étroit. C'est une brave petite AX2 bombard, hein, c'était archi classique. Hein. Mais bon, c'est démodé de nos jours, mais voilà, pendant très longtemps, ça a fait le job pour tout un tas de plaisanciers. Hein. Tu voulais parler de préparation, oui. Un petit message. Oui. Enfin, disons que de façon générale, moi je suis quand même un peu un vieux de la vieille, quoi. Hein. J'ai été élevé sur des bateaux en contreplaqué avec une godille, une lampe à pétrole et roule ma poule, quoi. Et on passe 15 jours fantastiques, et on n'a pas de moteur et des vieilles voiles et c'est pas grave, on fait une super croisière. Et donc moi je suis un petit peu choqué quand même de voir que pour beaucoup de gens, c'est carrément même pas envisageable de partir naviguer si t'as pas 40-45 pieds avec un congélateur et je ne sais quoi d'autre. Et donc j'ai envie de toujours rappeler un petit peu que non, quoi. On peut être beaucoup plus modeste que ça, beaucoup plus minimaliste, beaucoup moins riche. Et faire des belles naves. Et c'est pour ça aussi que je suis content d'être sur un petit bateau pour montrer ça. Ouais, on peut être un petit 29 pieds et puis avoir
et puis aller se balader au Horn, et puis on n'en meurt pas, quoi. Du coup, pour rappeler, toi, ton budget, c'était 12 000 € pour un bateau avec un agrément neuf, puisqu'il y a une histoire de, c'est ça, de dématage. Bon, j'ai remis probablement autant après, hein, au fil des années qui ont suivi, en préparation, en amélioration. Le bateau, au final, il coûte le double de ce que j'ai mis à l'achat. Ouais, je ne m'attendais pas forcément, mais c'est inévitable. Ouais. Toi, tu as investi par exemple, en tout cas, dans une grande voile neuve avant de partir. Ouais. Et là, je viens de me faire refaire un génois. À la fin de la traversée du Pacifique, il était cuit par les UV. Mais voilà, c'est incontournable. Tu es obligé de toujours bien maintenir ton bateau en bon état. Et moi, ça me paraît plus important d'avoir un beau génois en beau tissu qu'un frigo. Alors moi, en fait, t'as pas de frigo. Non, là, en fait, ma philosophie, si on peut dire, disons, ma ligne de conduite dans la préparation du bateau, comme je disais que j'étais pas techniquement très compétent, je limite les choses à un niveau bas de compétences que je peux maîtriser, de finances que je peux maîtriser, et puis plutôt d'équipement minimum du bateau pour pas le surcharger et qui reste un bateau marin. Et donc plutôt que de vouloir par exemple produire beaucoup d'électricité avec je sais pas combien de panneaux et vas-y une éolienne et vas-y que je vais réduire ma consommation au maximum et je vais me contenter de juste un petit panneau là qui fait 50 watts. Mais t'as que ça en fait. J'ai que ça. Watts. Il fait 55 cm par 55. Tout, tu t'en sors mes batteries sont toujours pleines. Okay. Alors évidemment, au Patagonie, une semaine de temps gris et de flotte, non, tu démarres un peu le moteur. Alors voilà, j'ai pas de frigo, j'ai pas de frigo, j'ai pas d'ordi, j'ai juste 2 tablettes, voilà, à recharger. Et puis bon, j'ai la VHF classiquement, la VHF avec un AIS un récepteur AIS intégré. Au Chili, j'ai fini par investir par un émetteur AIS pour le Pacifique et un Iridium Go, voilà, mais dont je me suis en fin de compte pas encore tellement servi. Donc je limite vraiment les choses. Il n'y a pas de portique sur le bateau. Ça, c'est deux poteaux de récup. J'ai désossé une palette au Chili. J'ai récupéré 2 bouts de bois dans la palette et puis voilà. Et ça suffit pour amarrer le bimini. Tu vois. Le bimini, c'est juste un trapèze de tissu avec un tuyau pour l'eau. C'est en fait le surnom d'une nana qui s'appelle Ella Maillard. Qui était une voyageuse écrivaine des années 20-30. Et j'ai adoré ses bouquins. J'ai vraiment toujours aimé sa façon d'envisager le voyage. Et ça faisait longtemps que je m'étais dit, un jour, le bateau sur lequel je partirai en voyage, je l'appellerai en son honneur. Pourquoi la Patagonie, pourquoi le Cap Horn, quand l'essentiel des plaisanciers, comme moi par exemple, envisage quand même le trajet le plus facile, c'est-à-dire le canal de Panama? Moi, le canal de Panama, il n'était absolument pas question. Ça aurait été pour moi une solution de secours qui m'aurait déprimé. Ça aurait été parce que je n'aurais pas pu faire mon rêve. Non, ça venait de toutes mes lectures d'enfance parce que voilà, tout gosse, j'ai lu le bouquin de Slocum, j'ai lu Bardio, tout ça. Donc c'était le vrai rêve, c'était ça, c'était de me mettre dans les traces des grands anciens. Avant de partir quand même pour cette traversée, la plus longue traversée que tu avais faite, c'était 200 000 nautiques. Oui, c'est ça. Et ensuite, tu pars direct pour le Brésil. Puis ensuite, tu descends en disant que tu vas passer par le Horn plutôt que de passer comme tout le monde par le canal de Panama. Le bateau, il tient le coup. En fait, il tient beaucoup plus le coup que toi. Toi, tu subis parce que tu es dans le bateau, tu as tout affalé, tu as tout brûlé sur le pont. Tu peux juste te mettre dans ta couchette et attendre que ça passe. Et puis tu entends le bruit de la déferlante qui arrive, bam, ça comme sur le bateau, paf, le bateau qui se prend un coup de gîte. Tu as l'impression que tu es dans un punching ball et puis il y a un gros coup de poing qui arrive dessus. Mais bon, voilà, à chaque fois ça passe, puis au bout d'un moment le vent baisse, et puis tu dis c'est bon, là je renvoie de la toile, on y va. T'as la trouille en fin de compte, t'as plus la trouille quand tu peux pas agir. C'est toute une attitude mentale à acquérir et qui est pas évidente. Peut-être que si ton bateau est bien préparé, l'élément le plus faible du bateau c'est toi. Ok. Je suis parti de Bretagne en fait, donc je suis parti de mon Paimpol là. Encore un breton. Paimpol, Ouessant. Ouais. Ouessant, ça a été la base de départ. Ouessant, la Galice. Galice, Portugal, Lisbonne, Canaries, arrivé au Cap-Vert et ensuite donc j'ai transaté sur le Brésil. Mon île d'atterrissage c'était Fernando de Noronha, ici. Okay. Et donc j'ai mis mes 12 jours pour arriver là.
Et puis après encore 2 jours, et puis j'étais au Brésil, ici à Jacaré. Et après, donc j'ai fait Jacaré, Salvador de Bahia. Et après, je suis descendu à Rio. Et tout ça, c'est l'autoroute des baleines. Donc là, c'était quelle période? C'était juillet-août. Juillet-août 2017. Là, tu vois, je rentrais dans le bateau, chercher une bouteille d'eau, je sortais, je comptais 6 souffles autour du bateau. Portobello. Et là, je me suis pris mon premier coup de Pampero et j'ai vraiment eu la trouille. C'est-à-dire, Le Pampero, c'est des coups de sud-ouest comme ça qui arrivent de la Pampa, c'est pour ça Ouais. qu'on appelle Pampero. J'ai passé toute la nuit en cap sèche et à un moment, le bateau il s'est pris une telle claque que j'ai pris sur les yeux de l'acide de la batterie, des gouttes d'acide de la batterie. Il a réussi à passer sous le coffre, voilà, qui est Ok. verrouillé pourtant, hein, D'accord. et qui moi j'étais couché là, sous la gauchette sous le vent. En pleine nuit, il y a un truc dans les yeux, qu'est-ce que c'est que ça? Le lendemain matin, je fais ma petite inspection, j'avais plein de trous dans la couette. En fait, j'ai vu qu'il y avait du liquide sous les batteries. Et comme un con, tu goûtes. Ah, liquide de batterie. Je suis arrivé donc avec ce bon coup de pied au cul là pendant 3 jours. Je suis arrivé devant le détroit de Lemaire, ça s'est calmé. Et j'ai eu très beau temps. Je suis rentré là-dedans impeccable avec des très très bonnes conditions. Et après là donc tu rentres dans le Beagle. Mais alors il y a une vie intense, une faune dans l'eau, dans l'air. C'est bourré d'oiseaux, bourré de baleines. T'as des otaries qui font la course derrière le bateau, des dauphins partout. Un zoo quoi. Oui. Parce que moi qui ne connais pas, Oui. tu vois, j'ai du mal à Voilà. distinguer quelle est la Alors, partie chilienne, là, la partie argentine. Voilà. Toute cette partie-là, ça c'est argentin. Ouais. Et la partie sud du Beagle, l'île Navarin, Isla Navarino, ça c'est chilien en Ok. fait. C'est côté nord argentin, côté sud chilien. Ok. Donc là, tu rentres dans le Beagle. Donc là, tu fais ta sortie d'Argentine. Et après, ce chemin que tu as fait au voyage, bah, tu le repères, tu repars vent arrière et tu vas à la base chilienne, donc sur la grande île de Navarino. Et là, tu arrives à Puerto Williams. C'est la capitale, si on peut dire, de la terre de feu chilienne. Là, il y a un ancien cargo qui a été sabordé. En fait, il a coulé sur place. Et donc ils ont mis des supports pour pas qu'il s'effondre. Et c'est en quelque sorte la marina de Puerto Williams. C'est là que tous les bateaux s'amarrent à couple. Et là, tu fais tes papiers à la base navale pour faire ton entrée. Alors, parce que justement, tu es allé jusqu'à Ushuaia pour faire tes papiers de sortie. La sortie c'est ça? d'Argentine, et après tu rentres à Puerto Williams pour faire ton entrée au Chili. Et c'est là où tu demandes effectivement l'autorisation de traverser le Cap Horn. Ouais, pour aller au Cap Horn, tu es obligé, tu peux pas y aller comme ça. Tu es obligé de demander la permission, de demander le fameux SARPE, ZARPE, qui va te donner le feu vert. Et puis le lendemain, donc là, boum, vraiment, là c'est le grand jour. Donc là je suis descendu, j'étais auprès, petit à petit le vent affaibli, j'étais sous Génois, tranquillou, il faisait un peu gris, mais pas spécialement froid. Et puis je suis arrivé là, au sud du Cap Horn, et là le vent est tombé. Donc j'ai louvoyé contre le courant, puis je tirais des bords carrés. Donc au bout d'un moment, j'ai fini par mettre le moteur. T'as passé le Cap Horn au moteur. Et bon, bah, faut pas trop traîner parce que quand même, comme tu as un courant constant qui porte à l'est, Ouais. puis il faut pas croire que c'est clean en fait. Il y a des caillasses un peu à droite à gauche. Donc t'as pas envie de rester non manœuvrant dans ce coin-là. Voilà à quoi ça ressemble les extrémités de la Terre. Là sous le vent, c'est une île au nom sympathique. Deceit, ça veut dire tromperie en anglais. Et elle a des sacrées dents cette île. Vous voyez un peu les rochers qu'il y a là, plus une petite île bien piégeuse un peu plus loin. Et puis ben là c'est toute la baie du Horn. Avec Rochelle, l'île Ermite, Walls, etc. Et l'île Horn avec sa montagne juste là. Il fait pas chaud mais c'est bien. Le vent a molli, on a carrément envoyé le Génois. On a une chance phénoménale. Alors il y en a qui disent que des fois on passe le Horn dans la pétole et au moteur. Et ben c'est vrai. On a eu du vent ce matin et puis là cet après-midi c'est tombé.
Et il est absolument impossible de remonter le courant, il y a vraiment du courant. Remonter le courant auprès, dans la pétole à un nœud, ça marche pas. Alors tant pis pour la poésie, on a mis le moteur. Et puis vous voyez que là on est sur la face ouest du Horn. Ça y est, on est côté Pacifique officiellement. Et c'est pas clean en fait. Faut pas croire que c'est juste là une pyramide et puis plus rien. Et non, il y a des cailloux autour. Là, vous voyez, on passe juste à côté d'une belle roche là, avec la houle qui pète dessus. Donc on n'a pas envie de rester non manœuvrant dans le coin. Il faut avancer. Voilà, ça y est. Voilà l'architecture du rocher. Plein de contreforts, de clochetons. C'est vraiment... c'est pas n'importe quel caillou quand même. D'où cette petite boucle d'oreille voilà. Bah, en fait, à droite, la petite boucle d'oreille du côté, du côté où tu passes le Horn. Voilà, je ne connaissais pas cette tradition, voilà, effectivement. Tu n'avais pas l'oreille percée avant? Non. Du coup, tu l'as fait faire où? Alors, ça s'est fait à bord, en fait. Une aiguille à voile et un bouchon, et puis voilà. Comment ça, avec une aiguille à voile et un bouchon? Ça. Aïe, aïe, aïe. À la main, avec bien le sûr. bouchon derrière. Mais ma fille, elle avait fait pareil quand elle avait 14 ans pour se percer l'oreille dans sa chambre. Ah, mais vous êtes une bande de furieux. Mais moi j'avais peur, hein, j'avais la trouille. Hein. Mais en fait, c'est une caleta qui s'appelle caleta Oya, et ça veut dire la caleta de la marmite. Okay. Elle est juste à la fourche du braceau nord-ouest du Beagle. Et là, c'est génial parce que c'est une crique ronde, donc vachement sympa. Et là, tu as un glacier à côté, et il y a toujours de la glace qui dérive dans la caleta. Tu as toujours des petits icebergs. Donc j'avais pris l'annexe, puis j'avais été chercher un gros pavé de glace. Comme ça fondait, ça nous faisait de l'eau douce. Et puis, le rituel classique en Patagonie, c'est de se faire le whisky avec de la glace de glacier. C'est la classe. Ouais, alors tu bois un glaçon qui a tu sais pas combien de siècles ou de milliers d'années. Et puis j'ai utilisé un bout du glaçon pour m'anesthésier l'oreille. Ça marche bien? Ouais, en fait, je m'en faisais une montagne, mais j'avais beaucoup plus peur de me faire passer l'oreille que de passer le Cap-Horn. Puis en fait, non. Et là, c'est Caleta Maxwell, je crois. Okay. Et là, c'est la première fois que j'ai expérimenté le mouillage Patagon classique. C'est-à-dire qu'on mouille sur encre, on met l'annexe à l'eau. À chaque coin du tableau, on a plus de 100 mètres de bout de polypropylène pour que ce soit flottant. Et on va à terre. Alors d'abord, il n'y a pas tellement de profondeur, faut pas croire, hein, c'est pas terrible du tout. Ce qui se passe, c'est que tu ne sais jamais ce qui va se passer, d'où va tomber la rafale. Et tu choisis en général des endroits très petits pour être le plus protégé possible. Normalement, il n'y a pas de vent. Quand tu arrives dans la caleta, la mer est totalement calme, il n'y a pas de brise terrible, et tu as largement le temps de mettre ton annexe à l'eau. Déjà, tu ne mets pas ton moteur, parce qu'il y a des laminaires immenses, et donc tu vas prendre ton hélice dedans. Enfin bon, donc tu fais ça à la pagaie ou à l'aviron. Attends, des laminaires, c'est... Les grandes algues marron, tu sais, qui flottent. Ah oui, ok. Des mètres et des mètres. J'allais jusqu'à 3 lignes, ouais. Ok. Et donc tu verras très souvent les bateaux qui ont fait la Patagonie, tu les reconnais parce qu'ils ont des bobines de bout à l'arrière, ouais, dans le balcon. Alors moi ça je pouvais pas, et j'avais un système qui m'allait très bien. J'avais récupéré en Uruguay, des touques en plastique que j'avais amarrées dans le balcon. Et, tu les as enroulés, hein, ouais, juste comme ça en vrac, en vrac comme ça, hein, comme les pêcheurs, hein. Et ça se déroulait tout seul. J'ai jamais eu une embrouille, ça s'est jamais emmêlé. Je l'amarrais à mon annexe, je partais en ça se déroulait tranquillement derrière, ça flottait et voilà. J'ai pris du diamètre 10 mm, donc c'est pas énorme, hein, ça résiste largement pour la taille du bateau. Et là, tu es sûr de dormir sur tes deux oreilles. Et le lendemain matin, il faut évidemment se taper la manip inverse, donc il faut prévoir un peu dans ton timing à quelle heure tu vas te lever, ton petit déjeuner pour faire la manœuvre. Et donc tu vas ramasser tes bouts, et puis tu remontes ton encre, et c'est là que c'est assez rigolo, parce que là tu te retrouves avec je sais pas combien de kilos de Kachiyuyo prise sur le sol de l'encre. Donc en fait l'autre accessoire vital en Patagonie, c'est la machette. Et tu vois que tous les bateaux ils ont des machettes, parce qu'il faut libérer ton encre de son paquet d'algues pour la remonter à bord. À ce point là, d'accord, ok. Donc c'est assez physique, ouais, tu transpires. J'ai pas eu d'embrouille, j'ai eu beaucoup de chance. Ma grande trouille, c'était de me choper un Willy Wow, c'est-à-dire les grandes rafales qui tombent de la montagne,
en pleine manip. Genre mon ancre qui croche pas, le bateau qui dérive, mon annexe, je me fais embarquer par 70 nœuds. Bon. Non, ça s'est jamais passé comme ça. J'ai toujours pu manœuvrer sereinement, tranquillement. C'est parce que ça aurait pu arriver, on va dire. Oui, il y a des gens qui n'ont pas ma chance. Moi, avec mon bagage de plaisancier breton, j'ai jamais senti que j'étais dépassé par les événements. C'est à la limite plus facile que tout ce que tu vas rencontrer en Bretagne Nord ou aux Andes normandes. Parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes courants, il n'y a pas la même amplitude de marée. Il n'y a pas de quoi paniquer. Un mélange de modestie, d'humilité, de trouille surmontée, de fierté, de confiance en toi. Enfin, c'est assez complexe tout ça. Mais après, une fois que j'ai terminé tout ça, le Horn, la Patagonie, etc., une fois que je suis arrivé vraiment au but, je pense que ça change quelque chose après en toi parce que tu sais que tu as vraiment accompli ton rêve. Et quand c'est un rêve que tu as chevillé au corps depuis plus de 40 ans, ça veut dire quelque chose pour toi. Tu sens un peu mieux ta mesure et tu sais un peu mieux ce que tu vaux. Et un petit mot de la fin, je sais pas si tu voulais donner un petit conseil justement à tous ceux qui hésitent à se lancer. Je pense que l'essentiel est dans la tête, en fait. C'est vraiment un truc mental. À partir du moment où on a bien préparé son bateau, il faut avoir confiance et il faut se dire que l'élément le plus fragile, c'est probablement l'élément humain. L'aspect voyage au long cours, tu l'apprends sur le tas, et puis ça se passe très bien. À partir du moment où tu as justement un bon sens marin, tu as un petit peu d'expérience et que tu fais pas de conneries, ça se passe très bien. Il ne faut surtout justement pas se dire il me faut 100 patates pour naviguer. Je suis arrivé au Brésil, j'avais à côté de moi au ponton un bateau qui faisait 10 fois mon budget. Il n'a pas fait forcément 10 fois plus que Quigny. Et de fait, je ne l'ai jamais vu plus loin au sud que Quigny. Donc c'est pour ça que je dis que c'est vachement une question de mental et de motivation, de détermination, de rêve qu'on a dans la tête. C'est ça qui détermine tout. Moi, je savais pas si j'allais être à la hauteur. C'était justement pour le voir, pour me tester, pour voir si j'allais être à la hauteur qu'il fallait que j'y aille. Et puis voilà, c'est à la portée de tout un tas de gens. Honnêtement, à partir du moment où, moi je sais que je suis un grand amoureux de ma Bretagne Nord et j'en parle tout le temps. Je considère que c'est un terrain d'entraînement extraordinaire. Le quadrilatère, disons, entre Saint-Malo, l'île de Wight, le Fastnet et Ouessant, si on se balade là-dedans comme il faut, on est bien armé pour pas mal de choses. Yann Kenney, tu l'as croisé ou pas? Oui, bien sûr. Ah voilà, parce qu'en fait Yann Kenney, c'est grâce à toi que je suis allée le voir. Oui. Moi, je n'osais pas aller me présenter. Ah oui, c'est moi qui ai fait l'intermédiaire. Ouais. Donc c'est grâce à toi que j'ai osé aller à la rencontre de Yann. Et du coup, c'était une super rencontre. Vous deux, vous vous êtes rencontrés à Tahiti. Okay. Et nous, on s'est captés donc, à Raiatea. C'était sa dernière escale avant de quitter la Polynésie, en fait. La boucle est bouclée. Le Yann, il m'a sidéré. Quand on parlait d'esprit minimaliste, là, c'est un bateau minimaliste. Là, j'ai dit, ça y est, c'est bon ton approvisionnement pour la Nouvelle-Calédonie? Il me dit, bah oui, 2500 000, 25 jours, 25 boîtes de sardines, c'est bon. Voilà.